directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous recevoir, toujours aussi nombreux, à l'occasion de la deuxième séance de notre 6e édition du Ciné-Club Univers Convergent. Ce Ciné-Club nous est proposé par l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, dont je suis ravie d'accueillir la directrice Sylvie Benzoni. Bienvenue chez toi, Sylvie. Notre Ciné-Club Univers Convergent nous est proposé, est animé et programmé de main de maître par Quentin Lazarotto, réalisateur et responsable audiovisuel de l'IHP. On peut l'applaudir. Quentin nous a concocté une série de 6 séances absolument magnifiques. Donc vraiment, ne partez pas d'ici sans vous munir de cette plaquette ou sans vous connecter sur le site de l'IHP/Ciné-Club. Bon, alors, une problématique écologique aujourd'hui. En tout cas, une problématique de l'énergie. Pour commencer, oui, cette année, l'année dernière, nous avons eu beaucoup de thématiques spatiales et j'avais eu la remarque de ma direction de redescendre un petit peu sur Terre. Et c'était très bien aussi, puisque c'était les origines du Ciné-Club, de traiter vraiment de questions de science et société. Donc ce soir, on est vraiment en plein dedans. Avec ce film dont tu nous parleras un petit peu plus tout à l'heure, Isabelle, qui traite de la question donc, du retraitement des déchets nucléaires. Donc, ceci dit, il y a un petit préalable à donner ce soir, vu l'aspect un petit peu sensible du sujet. On est donc un ciné-club scientifique organisé par un institut scientifique du CNRS. Notre but ce soir sera donc d'avoir des réponses scientifiques par rapport au sujet du film. Et donc on ne pourra pas répondre à des questions de politique. Voilà, c'est dit, parce que ce n'est pas du tout notre sujet et nos intervenants pourront absolument vous donner aucune réponse par rapport à cette thématique-là. Voilà. Nos deux intervenants, justement, donc Stéphane Sarad, qui était notre parrain, n'a pas pu être là ce soir pour des raisons pratiques. Il a dû partir au Japon ou en Chine, je crois. Et donc, du coup, il est remplacé de main de maître par Cécile Ferry. Cécile, tu peux te lever. Donc, Cécile vient du CEA également, donc au Commissariat aux énergies atomiques et aux énergies renouvelables, qu'il faut bien préciser. Alternatives, pardon, aux énergies CEAEA. Et donc, elle est responsable des programmes de recherche et développement au CEA pour la gestion des déchets nucléaires. Donc, on peut difficilement faire meilleur intervenant pour le sujet ce soir. Et notre deuxième intervenant, c'est Pierre Thomas. Pierre, tu peux te lever. Pierre nous vient spécialement de Lyon, où il était, jusqu'à très récemment, professeur de géologie. C'est bien ça qu'on dit. Hein. Et donc Pierre est un géologue, un des plus grands géologues français, et il est, non mais si, il faut le dire, et il est surtout connu, on en parlait tout à l'heure, pour participer très très régulièrement au Festival d'astronomie de Fleurance, où il fait des conférences absolument géniales sur l'histoire de la Terre, surtout, je m'en rappelle d'une cette année. Et donc je suis extrêmement content ce soir, puisque nous avons les deux spécialités, d'un côté le retraitement et la gestion des déchets nucléaires, voilà, gestion des déchets nucléaires, et de l'autre côté, la géologie, puisque une des solutions, et celle qui est présentée par le film ce soir, c'est l'enfouissement de ces déchets dans notre planète. Voilà. Je laisse Isabelle dire un mot sur ce magnifique film, et je crois que c'est un flashback, en fait, puisque ce film a déjà été diffusé ici. Absolument. Alors, imaginez-vous que j'avais organisé l'avant-première européenne de ce film. C'était en avril 2011. Et il y avait très peu de spectateurs dans la salle, malgré un battage énorme que nous avions fait. C'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de vous voir ce soir. Car effectivement, l'écologie et plus particulièrement la problématique du traitement des déchets nucléaires est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ici, au Grand Action. Et qui tient également à cœur donc à Michael Madsen, le réalisateur. Alors, n'allez pas le chercher dans les films de Quentin Tarantino, c'est un homonyme. Notre Michael Madsen là est un jeune documentariste danois qui en fait a un grand projet de trilogie.
Into Eternity est le premier volet. Il a réalisé un deuxième volet qui s'appelle The Visit et qui est une histoire de rencontre avec un extraterrestre. Et tu vois, en fait, il ne réalise que des films pour Univers Convergence, ce garçon ici. Il en a fait un positionnement pointu. Et le troisième film, qui est en préparation actuellement, s'appelle Odyssée et c'est une histoire de vaisseau générationnel. Autre thématique. Alors, le Into Eternity est un film qu'il a conçu comme un film de science-fiction. Michael Madsen a étudié le théâtre, est très proche de l'univers des arts plastiques et mêle toujours dans ses films fiction et documentaire. Il l'a conçu comme un film de science-fiction pour traiter cette problématique qui dépasse en fait l'esprit humain. Comment communiquer avec nos très, très, très lointains descendants, puisque ce film traite de Onkalo, qui est un site situé en Finlande et qui d'ailleurs, étonnamment, signifie en finnois la cachette. Et c'est le premier site d'enfouissement de déchets nucléaires. C'est un site qui est destiné à les contenir pendant 100 000 ans. Donc, comment s'adresser à ces très, très, très lointains descendants ? Bien entendu, c'est des questions qui sont évidemment à la limite des questions géologiques, des questions scientifiques et des questions anthropologiques. C'est comment leur parler, quel angle, comment leur dire que c'est dangereux. Ils parlent beaucoup aussi de la confiance. Nous les cachons, car nous ne faisons pas confiance aux générations futures, dit-il. Moi, je pense aussi qu'il y a une question de protection. Enfin, ça pose effectivement, comme il dit, cela dépasse complètement l'esprit humain. Alors, on ne va pas faire de politique après la séance, donc je vais juste dire une phrase. Nous, ici, je parle au nom de toute l'équipe du Grand Action, on considère que c'est absolument atterrant d'avoir un mode de vie qui laisse une facture à payer aux générations futures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble pas tolérable. Voilà. Bon, eh bien, on va se retrouver après la projection. Donc, à la suite de la projection, on aura une petite heure de débat avec nos intervenants et puis les questions de la salle. Et après, pour ceux qui l'ont choisi, vous pouvez nous retrouver au cocktail au Grand Bar, au cocktail proposé par notre partenaire L'Intendance suivra. Et nous remercions nos autres partenaires, le magazine Science et Avenir, le fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, le Grand Action, bien sûr, et puis toutes les équipes. On ne veut pas que je parle ce soir, le micro. Les équipes de l'Institut, Vaël qui est à la captation, Marion et Adrien qui sont à la communication et Émilie qui s'occupe de l'accueil en bas. Et bien sûr, on remercie Sylvie de toujours proposer le ciné-club via l'Institut Henri Poincaré et surtout de me laisser mettre des documentaires, ce qui est important. Je précise juste au passage que ce documentaire a été sélectionné au Festival de Tribeca à New York et le documentaire suivant de Michael Madsen était sélectionné au Festival de Sundance. Donc on parle vraiment là d'un réalisateur de carrure internationale et c'est je pense, un magnifique film. En France, il a été donc magnifiquement sorti au Grand Action pour son avant-première et ensuite diffusé par Arte. Il a quand même eu une petite vie en salle, rapide, vraiment portée par des exploitants indépendants qui l'ont soutenu à bout de bras. Et ce film a été couvert de prix dans les festivals que tu viens de citer et dans tous les festivals de films d'environnement. Il y a un écran entier de prix. Écoutez, bonne projection et on se retrouve juste après pour la discussion. Merci. The world above ground is unstable.
I am now in this place where you should never come. We call it Onkelo. Onkelo means hiding place. Onkelo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization. Super, en voyant cette fin, je me suis souvenu d'une petite citation de Stanley Kubrick qui est bien pour commencer, c'est quand l'homme avance dans le brouillard, le cinéma l'éclaire en pellicule. Voilà, ça permet de réfléchir un peu. Et justement, Cécile, éclairez-nous. Vous qui travaillez tous les jours pour gérer ces déchets nucléaires, qu'est-ce que ce film vous a évoqué? Premier sentiment. Je vais parler uniquement de sentiments pour l'instant, ensuite on parlera peut-être de science. En fait, quand j'ai regardé ce film pour la première fois à la maison, c'était pour le regarder avant la séance d'aujourd'hui, j'ai été scotchée en fait. Je travaille sur le sujet et j'ai trouvé ce film, c'est plus qu'un documentaire en fait. C'est un film d'art pour moi. Donc je ne savais pas qu'on pouvait faire un si beau film sur le stockage des déchets nucléaires. Ensuite, en fait, tu as dit que c'est un film de science-fiction. En fait, ce n'est pas une fiction. Mais il est tourné d'une manière très intemporelle. Et effectivement, en le regardant là dans mon siège au cinéma, ça m'a effectivement fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, que c'est vraiment intemporel, c'est très épuré, on ne sait pas quand on est, les technologies numériques n'existent pas, et en fait c'est peut-être aussi un message d'intemporalité de ce stockage. Et enfin, ça m'a amené aussi à réfléchir sur quelque chose que nous, en tant que scientifiques ou de physico-chimistes, sur laquelle on ne travaille pas aujourd'hui, hein, ce n'est pas notre sujet à nous. Pardon. Donc sur la mémoire, hein, faut-il préserver ou non la mémoire de ce stockage? Donc moi, ça m'a amené à réfléchir sur le sujet, donc c'était intéressant. Merci Cécile. Même question, Pierre, un premier sentiment quand tu as vu ce film? Moi, le premier sentiment que j'ai eu, pas aujourd'hui, ni même hier, mais l'année dernière, la première fois que je l'ai vu, j'étais allé voir une éclipse totale de soleil en Égypte en 2008. On est allé voir un endroit où était passé Alexandre le Grand. Un grand homme, Alexandre le Grand. Il avait fait une grande bibliothèque, etc. On ne sait même pas où il est enterré. Au bout de 2500 ans, malgré que ce soit une civilisation qui a inventé l'écriture, le papyrus, les cales de main, on ne sait pas où il est enterré. Vouloir transmettre ça aux générations futures, c'est totalement illusoire. Donc il faut que ça se garde tout seul sans qu'on... Enfin, c'est l'exemple historique. J'ai eu une deuxième réaction. J'ai pensé aux erreurs. Je ne parle pas de la production des déchets. Hein. Ça, c'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les déchets étant là, qu'est-ce qu'il faut en faire? J'ai pensé à ce qu'on en fait aujourd'hui en France. Il y en a certains qui ont été mis dans la mer dans les années, je ne sais pas, 60. À une époque, on pensait que le fond de la mer était stable. Puis on s'est aperçu dans les années 80 qu'en 1500 ans, l'eau qui est au fond de la mer arrivait en surface avec une boucle. Alors, ce n'était pas des déchets très radioactifs, mais bon. J'ai pensé qu'actuellement, on les mettait à la Hague, dans des cuves. Je crois que c'est là qu'ils sont. On ne savait pas, c'est bien que c'est très peu probable, qu'il y a dans l'Atlantique des volcans qui s'appellent les Canaries, que ces volcans s'éboulent une fois tous les 10 000 ans, que ça fait une grosse vague, et que si la grosse vague, ça s'appelle la raz-de-marée, arrive dans la Manche, elle va buter contre le Cotentin, et ça pourrait faire une vague de 50-100 mètres, qui est l'altitude de la Hague. On ne le savait pas à l'époque. Maintenant, on le sait. Donc, il ne faut pas laisser les déchets à la Hague, ça c'est sûr. Et puis, j'ai encore une réaction de géologue, j'ai dit, ils confondent le petit temps, 10 000 ans, c'est court pour un géologue. Souvent, je dis en rigolant, oh, ce caillou n'a que 100 millions d'années, c'est très court, 100 millions d'années. 100 millions d'années, c'est votre salaire par rapport à celui du patron d'Amazon, c'est rien. Donc, j'ai pensé à tous ces machins de temps, et puis j'ai dit, voilà, il y a quand même un sérieux problème, ces déchets sont là, qu'est-ce qu'on en fait?
Et donc je vois que le film a quand même réussi un peu sa mission, puisque le réalisateur l'a sous-titré Message for the Future, un message pour le futur. C'est qu'il s'est vraiment attaqué à la question de la préservation et du temps que ça évoque, plus qu'aux questions vraiment de est-ce qu'il faut utiliser cette énergie ou non. Cécile, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous savez sur Onkalo et peut-être faire un petit parallèle avec ce qu'on fait en France? Onkalo, je ne connais pas bien. Ce que je connais, c'est surtout ce qu'on fait en France. Alors, il y a quand même une grande différence entre les Finlandais et nous. C'est que eux, ils stockent ce que vous avez vu, directement le combustible usé, sans retraitement. Alors, il y a, en termes de traduction, c'est approximatif. Ils parlent de traiter les déchets. En fait, ils ne sont pas traités, puisque les combustibles usés sont stockés directement dans un stockage géologique profond, qui est Onkalo. Il y a un certain nombre de pays qui font ce choix-là, donc ça dépend des critères et des ressources du pays. Donc en France, nous, de notre côté, on retraite une fois ces combustibles usés. Et donc les déchets aujourd'hui, les déchets dits ultimes, sont des déchets qui sont dans lesquels on a vitrifié les produits de fission et les actines mineurs. Alors pour dire simplement, les éléments, les matières non valorisables. Donc, à un moment dans le film, il parle de matières comme l'uranium et le plutonium qui peuvent être constituer un trésor. Could the waste also, in the future, have the value of gold or even more? Well, just to answer the question honestly, yes. Yes, it could. And it is a treasure. We must not. There's a lot of copper and also uranium, a lot of plutonium that could be valuable. À terme, donc effectivement, ces matières peuvent produire de l'énergie. Donc en France, on les recycle pour pouvoir à terme les utiliser dans des réacteurs pour produire spécifiques qui produiront de l'énergie. Ce n'est pas le choix qui est fait en Finlande, mais les Finlandais ont très peu de réacteurs en fait. Ils ont 4 réacteurs aujourd'hui, nous on en a 58. Donc le tonnage de déchets, de combustibles usés produits par an n'est pas du tout le même entre la France et la Finlande. Donc voilà, déjà, premier point de différence, donc on ne stocke pas directement des combustibles usés, en tout cas aujourd'hui. Ensuite, on étudie aussi donc, comme le stockage profond, géologique profond, à 500 mètres de profondeur. Et la roche aujourd'hui qui est choisie pour accueillir ce stockage est une roche sédimentaire, donc une roche argileuse, donc située en Meuse-Haute-Marne. Donc vous avez sûrement entendu parler du projet de stockage CIGEO. Ce n'est pas un granit, c'est Pierre pourra le dire. Il y a beaucoup de différences entre ces roches-là. Elles ont chacune leur qualité et parfois aussi des défauts, mais c'est un choix d'optimum. Les Finlandais n'ont pas de roche argileuse. Donc ils font avec la roche qui est là. Voilà. Donc c'est une différence. Ensuite, les études sont du même type en fait. Donc on conduit des études de comportement long terme. Donc je pourrais expliquer comment on étudie le comportement au-delà de l'échelle humaine, sur des échelles géologiques. Comment on approche ce comportement long terme du point de vue scientifique. Les études sont analogues en fait entre les pays, donc je pourrais en parler si la question se pose. Voilà la grande différence. Alors moi je suis au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, il ne faut pas oublier. Et le stockage est la responsabilité de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui est un établissement public. Donc ces stockages sont gérés par un établissement public. Il en existe déjà qui sont des stockages de surface pour les déchets de vie courte. Voilà. Alors justement, pour préciser les déchets, vous parliez donc de retraiter le combustible. Du coup, on parle quoi de génération de déchets? Comment on pourrait expliquer un petit peu ça peut-être plus clairement? Et est-ce que du coup, d'une génération à l'autre, est-ce qu'ils sont plus nocifs, moins nocifs? À quoi ils ressemblent? Les déchets vitrifiés sont très différents des combustibles usés. Ils sont beaucoup plus vitrifiés, c'est déjà la deuxième génération. En fait, on retraite le combustible, donc à l'AG.
pour extraire l'uranium et le plutonium et faire un nouveau combustible qu'on appelle qui est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium qui est brûlé à nouveau dans les réacteurs. Donc on extrait d'une part ces matières valorisables et d'autre part, il reste des déchets qu'on appelle ultimes, qu'on ne peut pas brûler, qui n'ont aucune utilité, qui sont les produits de fission et des actinides mineurs qui ont des vies longues. Et ceux-là sont enrobés dans une matrice vitreuse. Voilà, donc ils sont intégrés dans une matrice vitreuse et ça constitue le colis de déchets de haute activité vie longue. Vie longue, justement, comparé à la géologie, est-ce que tu peux on parle là de 100 000 ans, dans certains pays on parle de millions d'années, comment on calcule ça et que représentent ces durées à l'échelle géologique, Pierre? Alors comment on calcule ça? C'est la physique nucléaire, ce qu'on appelle la demi-vie d'un élément radioactif. Vous en prenez 1 kilo, c'est au bout de combien de temps il y en a la moitié qui a disparu. Si on prend l'uranium 238, qui est le plus courant, de mémoire, la durée de vie, c'est 8 milliards d'années. C'est-à-dire vous attendez 8 milliards d'années, si vous avez votre kilo, il n'en restera plus que 500 grammes. Alors ça se désintègre très lentement, c'est pas très dangereux, parce que c'est pas très radioactif, parce que ça se fait sur le long terme. Alors il y a les vies courtes. Alors là, ça crache. Mais si la vie courte, par exemple, on parlait souvent moi j'appelais ça le Tchernobylate de potassium, c'est une image. Mais il y a des éléments radioactifs que nous a envoyés Tchernobyl, sauf en France. Rappelez-vous, le nuage a fait le tour de la frontière. Ça, c'est une vie courte. L'iode, je ne sais pas combien. Ça doit, je sais pas, une période de l'iode, mettons, c'est, je sais pas, 50 jours. Hein, ça dépend. C'est-à-dire que vous attendez 500 jours, à peu près. Il n'y en a plus. C'est une exponentielle décroissante. Et puis, ce qui est gênant, c'est les durées de vie intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils vont être suffisamment radioactifs pour nous emmerder, et pendant 100 000 à 1 million d'années. Alors ceux-là, il faut les stocker quelque part. L'idéal, c'est comme ils disent, les envoyer dans la Lune ou sur le Soleil, mais il y a une fusée sur 10 qui explose, donc le risque n'est pas potable. Donc il faut que ça soit stable pendant, on va dire, 1 million d'années. 100 000, ça me semble un peu court. Hein. Voilà. C'est effectivement un peu court. Un peu court. Donc disons 1 million d'années. Donc il faut trouver un endroit où, géologiquement, je parle de ce point de vue-là, pendant 1 million d'années, les chances qu'il arrive quelque chose sont subnulles. Alors ça, c'est l'avantage de la Finlande par rapport à la France. La France est un pays qui bouge. Ce n'est pas le Japon, mais quand même, ça bouge. Il y a plein de failles partout, même dans le bassin parisien. S'il y a des endroits, vous avez le Pays de Bray. Donc ça bouge. Alors que la Finlande, là où ils sont, on peut dire qu'il y a au moins 1 milliard d'années, si les géologues ne se sont pas trompés, que ça ne bouge plus. Si ça ne bouge plus depuis 1 milliard d'années, les probabilités que ça bouge dans le million d'années qui vient sont faibles. Alors qu'en France, alors le CEA n'est pas fou, il n'a pas mis ça dans les Alpes. Il a fait d'autres conneries, je pourrais vous dire lesquelles. ITER qui est sur la faille de la Durance, Marcoule aussi, mais là, dans le bassin parisien, c'est un des endroits les plus stables de France. Il y a d'autres endroits où il aurait pu le faire, dans Vendée. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été du granit, d'ailleurs. Et c'est stable aussi. Mais bon, grosso modo, la moitié sud est exclue. Il l'a mis dans la moitié nord. C'est normal. Mais les Finlandais ont cette chance. C'est beaucoup, beaucoup plus stable. Par contre, ce n'est pas la même roche. C'est du granit. Ça a des avantages, peut-être, mais des inconvénients. Et puis, il y a un énorme inconvénient qui est signalé. C'est qu'ils ont fait une erreur dans le film. Dans 60 000 ans, il y aura 1 kilomètre de glace par-dessus Onkalo, si l'astronomie fonctionne comme d'habitude. Disappears from here when the ice comes. Everything gets frozen, the vegetation will die, and then this will be more like a tundra. Et ce n'est pas notre réchauffement climatique qui va le faire quoi que ce soit, parce que dans 60 000 ans, on aura brûlé, et depuis bien longtemps, la dernière goutte de pétrole et le dernier morceau de charbon. Donc, il ne faut pas compter sur notre effet de serre pour empêcher la prochaine glaciation. Et donc, il y aura 1 kilomètre de glace par-dessus Onkalo. Eux, ils parlent de toundra, c'est plutôt le Groenland. Alors, ils le savent. Donc, ils ont dû faire en sorte que ça ne fasse pas de problème. Mais pour l'avenir à long terme, ça met par terre toutes leurs histoires de marqueurs et tout ça. Parce qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, 100 ou 200 mètres d'érosion. Donc tous les marqueurs, etc., qu'ils feront, dans 60 000 ans, seront sous la glace, ça va être érodé, et quand la glace repartira
dans à peu près 150 000 ans, il n'y aura évidemment plus rien. Mais c'est pour ça qu'à 500 mètres, par contre, a priori, ça n'aura pas été érodé, donc ça tient. Voilà le genre de réflexion que je me fais sur les durées. Merci Pierre. Il ne faudrait pas laisser croire que la France est un pays à forte sismicité en Meuse-Haute-Marne. Donc, c'est quand même un endroit relativement qui est stable. Le risque sismique est pris en compte. Et donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la stabilité et la sûreté par rapport au séisme. Les calculs prennent en compte... oui. Bon, alors, on ne se met pas dans les Alpes du Sud, hein, c'est sûr. Mais le choix du site est fait en tenant compte de ce type de risque. Et aussi, surtout, de l'absence, entre autres, et aussi de l'absence de ressources naturelles connues. C'est extrêmement important pour éviter l'intrusion humaine, d'éviter la présence de ressources naturelles qui pourraient être exploitées par les générations futures. Alors, pour la mémoire, donc je me suis un peu renseignée sur le sujet. Donc, en fait, l'autorité de sûreté nucléaire dit que la perte de mémoire à partir de 500 ans ne peut pas être exclue. Et donc, le site est conçu pour être oublié. C'est ce qu'on appelle une sûreté passive. Donc, l'homme n'est pas présent et le site est fait pour être oublié. It has been discussed to let the facility Yes, I be guess forgotten. there are two schools here. Those who think that you have to leave markers, as they are usually called, on the ground, and those people who say that it would be better to walk away and forget about the site. Il y a autre chose qui m'a un peu turlupiné pour les durées, j'en ai dans la durée, c'est que 1 million d'années, une espèce de mammifère comme nous, on vit entre 500 000 et 1 million d'années. Indépendamment de toutes les catastrophes qu'on pourrait faire, s'exterminer, inventer un nouveau virus que la CIA aurait mis au point et qui s'échapperait de ses laboratoires. Bon, il y a 300 000 ans qu'Homo sapiens existe. Je serais prêt à vous parier que dans 1 million d'années, il n'y aura plus d'Homo sapiens. Alors, il n'y aura plus d'Homo du court, peut-être, ou il y aura un descendant, mais qui ne sera plus Homo sapiens. Ça sera Homo autre chose. Bon. Mettons qu'il n'y ait plus d'Homo sapiens, il ne parle absolument pas de la protection, ou pas beaucoup de la protection de la biosphère non humaine. Qu'est-ce qui arrivera si, par un malencontreux hasard, les glaciers érodent non pas 100 mètres, ce qui est probable, mais 600 mètres? Peu probable, mais allez savoir. Il y aura plein de déchets radioactifs qui seront répartis. Alors il n'y aura probablement plus d'hommes, mais il y aura peut-être encore des élans et des rennes. Enfin, des descendants des élans et des descendants des rennes. Et qu'est-ce que ça va faire, ça, à la biosphère? Alors là, on peut être pessimiste en disant qu'ils auront plein de cancers. Cancer des rennes, je ne sais pas ce que ça donne. On peut être optimiste en disant que autour de Tchernobyl, par exemple, en particulier tous les animaux à vie courte, les insectes, etc., ils n'ont pas le temps de développer des cancers, ils ne vivent pas longtemps. Et puis je sais qu'il y a des sangliers qui vivent à Tchernobyl et apparemment ils ne se portent pas plus mal que les autres. Il y a des arbres qui ont, paraît-il, des formes bizarres, des espèces de grosses galles, mais je ne suis pas sûr. Il y a une espèce de chape de plomb. L'Ukraine et la Russie ne sont pas très bavardes. Et la France n'étudie pas le problème officiellement. En fait, elle l'étudie. Mais les médias n'en parlent pas, puisque, comme chacun sait, il ne peut pas y avoir de nuages radioactifs en France. J'étais en Italie en 80 à Tchernobyl, c'était extraordinaire. Je voyais les cartes à la télévision et j'entendais la radio française. C'était extraordinaire. Par rapport à l'impact sur la biosphère, il est pris en compte. Hein. On a fait un calcul. Non, alors en fait, le film ne montre pas tout ça. Donc il n'y a aucune étude. On ne montre pas les études qui sont faites. Je pense que le film veut montrer autre chose. Et il se focalise sur la mémoire et faut-il la conserver ou pas, comment la conserver. We have no archives with information on nuclear waste yet. But if we build archives, every future society and every future generation must maintain the information and update the language for you to understand. Can we count on continuation for thousands of generations into the future? Mais les calculs d'impact, ils sont quand même des choses qui peuvent être difficiles à expliquer. On prend en compte des scénarios, différents types de scénarios. C'est vraiment pas l'objet du film. Donc c'est plus un film peut-être sur ce qu'on transmet aux générations futures.
et pas un film de science. C'est pas un film scientifique. Question technologie, on l'a un peu abordé quand on a discuté un peu avant. On voit un petit peu cette vidéo un peu explicative, là où on voit des trucs de cuivre et puis on met dedans la matière radioactive. Comment, dans les études, les recherches qu'on fait aujourd'hui pour enterrer ces déchets, qu'est-ce qu'on prévoit justement? Comment on va les stocker vraiment? Comment on va leur créer un sarcophage? Est-ce qu'on a plusieurs pistes? Est-ce qu'il y en a une qui est envisagée en priorité? Alors, comment on va les stocker? Alors, le concept, ce ne sont pas les mêmes déchets, donc il est forcément un peu différent. En fait, on appelle ça un concept multibarrière. Donc, il y a plusieurs barrières de confinement dont l'objet est de ralentir la migration des éléments radioactifs qui, comme le disait Pierre, heureusement décroissent, même lentement, mais ils décroissent. Et si on les ralentit suffisamment, ils ne parviennent pas jusqu'à la biosphère. C'est le principe du stockage. Donc, alors, dans le stockage finlandais, on ne le voit pas du tout, l'ensemble des barrières qui mettent en œuvre. Là, on pense que la seule barrière est la roche géologique, le granit. Heureusement, ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres barrières qui y sont rajoutées. Donc, il parle du canister, donc du conteneur de stockage, qui est, dans leur cas, constitué d'acier et de cuivre, qui a une durée de vie très importante. Et autour de ça, ils vont rajouter une barrière d'argile gonflante, la bentonite, qui est réputée pour ses propriétés de confinement. Donc, ça, c'est le concept finlandais. En France, on utilise de la même façon. On a un conteneur de stockage en acier avec une durée aussi de vie qui est calculée, qui dépend de la vitesse de corrosion que l'on étudie. Et ensuite, le stockage est remblayé. C'est l'argilite, donc la roche haute du stockage, qui assure les propriétés de confinement, car elle est très différente du granit. Dans le granit, on voit dans le film qu'il y a beaucoup d'eau, ce qui circule. Dans l'argilite, donc la roche argileuse, ce n'est pas une roche perméable, donc il n'y a pas de circulation d'eau. Donc c'est une roche qui limite fortement la migration des radionucléides, puisqu'ils ne peuvent migrer que par diffusion, donc par gradient de concentration. Et la diffusion dans un tel milieu est très lente, puisque sa porosité est très... alors fine n'est pas très scientifique comme terme, mais nanométrique, plurinanométrique. Mais voilà, et quand vous dites migrer, c'est-à-dire que la matière se déplace dans les le milieu? atomes se déplacent par concentration, comme quand vous mettez une couleur vous mettez une tache d'huile ou de quoi que ce soit dans un récipient, il migre dans l'eau, il se propage par diffusion. Donc c'est ce principe-là, sauf qu'il est extrêmement lent. C'est l'avantage de ce type de roche. L'argile contient de l'eau, mais les pores étant extrêmement petits, elle met un temps fou pour passer d'un pore à l'autre. Une argile sèche, vous mettez de l'eau, elle l'absorbe. Mais si, une fois qu'elle est bien mouillée, qu'elle contient de l'eau, vous pouvez tapisser un panier avec de l'argile, vous pouvez rajouter de l'eau. Une fois qu'elle a absorbé tout ce qu'elle pouvait prendre, elle n'en prend plus. Et ça mettra un temps certain pour traverser votre panier d'argile. Alors là, ça ne sera pas des centimètres d'argile au fond du truc, ça sera beaucoup. Et il y a certainement des tas de calculs. Moi, le seul souci, mais par ignorance, parce que j'en sais rien, que je ne sais pas, tu pourras peut-être me répondre, c'est que ça va chauffer. Donc il y aura un gradient de température, et donc il y aura des poussées d'Archimède qui vont se faire là-dedans. Ils ont certainement pensé à ça, et ça va accélérer de combien la vitesse de migration, ces différences de température, ça je ne sais pas. Justement, ça va chauffer, cette chaleur, elle vient du déchet lui-même? Ah oui, les combustibles usés sont encore chauds pendant quelques centaines d'années. Et effectivement, on peut avoir ce type de convection, mais c'est pris en compte dans leurs calculs. Moi, je ne connais pas bien ce concept, mais en fait, avant d'aller dans le granit qui est fracturé ou fissuré, il y a cette fameuse bentonite qui reste une roche argileuse dans laquelle on n'a pas de perméabilité. Donc c'est la première barrière. Cette barrière de confinement a un rôle très important dans le concept finlandais. Beaucoup plus que nous, on ne met pas de barrière, on appelle ça une barrière ouvragée, on ne met pas de barrière ouvragée dans notre concept. Mais cette barrière ouvragée a une fonction importante pour le concept finlandais.
Les projets d'enfouissement en France, où on en est? Donc, alors, enfouissement, c'est un mot qui n'est pas très apprécié par l'ANDRA, notamment, parce que ça pourrait faire croire qu'on fait un trou, 500 mètres de profondeur, et qu'on va mettre nos déchets tels quels dans ce trou. Ce n'est pas du tout ce concept-là. Comme j'ai dit, il y a plusieurs barrières. Il y a des éléments de construction, hein, donc il y a des matériaux de structure. Le conteneur de stockage est un élément. Le chemisage, donc on va mettre en place des alvéoles de stockage qui constituent une structure particulière, donc aussi en acier. Les galeries, pour certaines en béton. Le mode de creusement est très différent de ce qu'on voit ici, hein. Le creusement à l'explosif, on ne peut pas faire ça dans dans cette roche argileuse. Donc, et à la fin, on remblaye, on supprime l'essentiel, tous les vides. En fait, l'objectif, c'est de supprimer tous les vides qu'on a pu créer, de remblayer donc ces alvéoles, ces galeries, et de fermer de manière sûre le stockage par des bouchons de scellement. Donc ça, c'est le concept qui est à l'étude. Il y a un concept de stockage géologique profond qui est CIGEO, donc projet industriel qui est mené par l'ANDRA. Il n'y en a qu'un. Donc il n'y a pas trop d'autres projets d'enfouissement ou de projets de stockage profond plutôt. Et ce CIGEO doit accueillir nos déchets déjà produits. Voilà, quel que soit l'avenir de l'énergie nucléaire en France, nous avons produit un certain nombre de déchets et CIGEO est conçu pour les accueillir. Merci. Justement, les déchets, c'est quelque chose que tu avais dit Pierre, quand on a projeté ce film à Fleurance cet été. La quantité de déchets, 200 000, 250 000 tonnes, ça représente quoi? Si tu peux nous donner une analogie, quelque chose. Voilà, ça nous paraît énorme. C'est absolument rien du tout, c'est un pétrolier géant. Un énorme porte-conteneur. Je pense plutôt à un pétrolier, je ne connais pas la masse des porte-conteneurs, mais la Moco Cadix, la dernière grande marée noire bien française, c'était 250 000 tonnes. Les autres, les Ricas, tout ça, c'était des petits machins. La dernière grosse, c'était 250 000 tonnes. Effectivement, si on pouvait faire rentrer un énorme pétrolier dans une énorme caverne, mais bon, c'est pas énorme. Mais ça, c'est les déchets parce qu'on les concentre. Les Finlandais doivent en avoir plus, mais moins concentrés, puisqu'ils ne retraitent pas. Oui. Dans le film, c'est 250 000 tonnes à l'échelle mondiale. Mondiale, oui, mais aujourd'hui, enfin en 2011. Alors, 2010, le film. 2010-2011, le problème, c'est qu'ils ont dit ça augmente. Ah, ça augmente avec le temps. Les Chinois font des centrales nucléaires, les Indiens s'y mettent, et d'autres, voilà. Alors, heureusement, ça s'arrêtera un de ces 4 matins, quand il n'y aura plus d'uranium, c'est-à-dire dit dans le film. Century. Why do you think so? Because we won't have enough uranium. It will be just like the oil. Mais c'est un de ces 4 matins assez lointain. Alors c'est rigolo parce que c'est rigolo. En fait, j'ai regardé la date de ce film, 2010. Et alors je me dis, mais pourquoi parle-t-il de renaissance du nucléaire? Do you think it's reasonable to talk about a nuclear renaissance? Many people seem to think so. En fait, on parlait de renaissance du nucléaire avant l'accident de Fukushima, 2011. Et donc, depuis 2011, on n'a plus de problème de ressources, en fait, hein, puisque beaucoup de pays ne sont pas engagés dans l'énergie nucléaire. Certains ont même arrêté. Donc, ça a éloigné le problème de la ressource. En France, on s'est posé justement la question de la ressource, et c'est pour ça qu'on retraite nos combustibles usés pour recycler les matières qui sont valorisables, que sont l'uranium et le plutonium. Parce qu'on s'est dit, à un moment, on aura un problème de ressources. Alors on peut les prolonger, ces ressources, géologiquement parlant, si on maîtrise la technologie des centrales à thorium. Et géologiquement, il y a à peu près 4 fois de mémoire et 4 fois plus de thorium que d'uranium. Pour l'instant, il y a 1 ou 2 réacteurs expérimentaux qui ont marché. Combien? Il y en a un en Inde et au Canada, je crois. Mais c'est une possibilité, ça va multiplier par 4 nos ressources. Mais en admettant, ce qui était le cas avant 2010, qu'on ait une croissance exponentielle, ce qui n'est plus le
Multiplié par 4, c'est pas grand-chose, puisque je me rappelle quand j'étais petit, l'EDF était très fier, dans les années 70, hein, avant même le nucléaire, en disant l'électricité, la consommation double tous les 10 ans. C'était... Comment ? C'était leur titre de gloire. En fait, c'est plus vrai, ça. Oui, oui. Et non, mais c'est pour montrer ce que c'est qu'une exponentielle. C'est la même chose que vous avez un nénuphar qui double tous les ans, par exemple. Vous le mettez dans un étang. Il met un étang d'un hectare. Il met, par exemple, 1 mois pour couvrir tout l'étang d'un hectare. Combien il va mettre pour couvrir un étang de 2 hectares? S'il double tous les jours, 1 mois, il couvre 1 hectare. Combien de temps il va mettre pour couvrir 2 hectares? Pas 2 mois, 1 mois et 1 jour. Donc dès qu'on a une croissance exponentielle, ce n'est pas parce qu'on multiplie par 2 ou par 4 les ressources que ça change grand-chose. Donc ce n'est pas parce qu'on multiplie par 4 les réserves avec le thorium que ça va changer grand-chose. Si on avait une croissance exponentielle, ce qui n'est plus le cas. Pourquoi certains intervenants du film, à un moment donné, nous disent que ces déchets peuvent, dans le futur, valoir de l'or? C'est ce que je vous dis. C'est que l'uranium et le plutonium peuvent valoir de l'or dès lors qu'on sait les brûler dans des réacteurs particuliers, qui sont des réacteurs à neutrons rapides, qui ont existé, qui existent dans certains pays. Et dans ce cas-là, ils peuvent produire de l'électricité. Donc effectivement, ces matières peuvent être valorisées, donc peuvent valoir de l'or dans un monde où il n'y aura plus d'énergie ou de source d'énergie. Mais c'était en 2010, hein, ce commentaire. Ils ne peuvent pas servir, c'est ce à quoi moi j'ai pensé, je ne suis pas du tout scientifique en regardant le film, à fabriquer des bombes. Le plutonium peut servir à fabriquer des bombes, mais je ne pense pas que ça c'était ce qui était sous-entendu dans le film. C'était plutôt en valeur énergétique. Et puis il y a déjà assez de plutonium et assez de bombes par ailleurs, donc il n'y aura pas besoin d'aller les chercher. C'est quand même compliqué d'aller chercher à 500 mètres de profondeur ces combustibles usés qui auront vieilli, les récupérer, les ressortir. Bon, à mon avis, il vaut mieux les laisser là où ils sont. Bien, on va passer aux questions de la salle. Y a-t-il des questions? Oui. Bonsoir. Je voudrais savoir, les matières radioactives, où est-ce qu'on les trouve à l'état naturel? Et je ne sais pas, dans une idée écologique, est-ce qu'il y aura un moyen de les remettre là où elles étaient ou dans l'état où elles étaient? Alors, actuellement, c'est essentiellement l'uranium. Peut-être, dans un avenir futur, le thorium. L'uranium, on le trouve, contrairement au pétrole, il est assez bien réparti sur Terre. Il y en avait en France, quand Guy Mollet d'abord et De Gaulle ensuite ont voulu lancer la force de frappe française, les réacteurs françaises. La première mine a été exploitée dans le Forez, un endroit qui s'appelle Lachaud, qui est juste au-dessus d'une petite ville qu'on appelle Châteldon, qui est connue pour 2 choses. Il a eu un maire très célèbre, Pierre Laval, entre guillemets, quand je mets très célèbre. Bon. Et il y a une eau minérale, naturelle, qu'on appelle l'eau des rois, parce que c'était l'eau gazeuse préférée de Louis XIV. Et cette eau est très radioactive, jusqu'en 1960 à peu près. Jusqu'en 60, la radioactivité est bien vue. Rappelez-vous, on soignait au radium, etc. Jusqu'en 60, c'était marqué sur l'étiquette « l'eau la plus radioactive de France ». L'état de l'opinion a changé. Et donc, ça, c'est la première mine. Sinon, en France, on en trouve dans les pays granitiques et dans certains types, donc un peu les Vosges, le Massif central et la Bretagne, et également dans un certain type de roches sédimentaires, pour simplifier, de la fin de l'ère primaire. Et ça, c'est un tout petit peu dans le Cantal et surtout dans l'Hérault. Sinon, dans le monde, il y en a vraiment un peu partout. Alors, je vais faire de la politique. Les pro-nucléaires disent que c'est pour l'indépendance énergétique de la France. Pour l'instant, la France ne produit plus 1 gramme d'uranium. Elle achète tout. Alors, au Niger, bon, c'est presque comme si c'était la France, elle est à l'armée française. Mais elle achète beaucoup au Kazakhstan, en Namibie, au Canada et en Australie, je crois. En Australie, moins, mais Canada, Kazakhstan et Namibie et Niger doivent être les principaux producteurs. Et il y en a beaucoup. L'uranium elle-même, ce n'est pas très dangereux, parce que 8 milliards d'années de période, et il n'est absolument pas enrichi par traité. Il y a dans la région de l'Odève des vignes
il y avait des vignes, maintenant elles n'y sont plus parce qu'on a fait la mine, où la teneur de la radioactivité mesurée au sol était supérieure aux normes tellement il y en avait. Bon. Et puis moi je suis auvergnat, il y a plein de Bretons, il y a peut-être dans la salle. Bon, on est irradié, mais je dirais que depuis 4 milliards d'années que la vie existe, la vie s'est adaptée à cette radioactivité faible et naturelle. C'est des particules alpha, je crois. Il n'y a presque pas de bêta, les gammas sont faibles. Ça n'a rien à voir avec les déchets nucléaires qui ils crachent. Donc, vous pouvez aller vous baigner en Bretagne. Sur ce, il faut faire attention. Comment ? Voilà, alors, dans les caves au radon, parce que dans l'uranium, en 8 milliards d'années, la moitié sera devenue plomb. Et sur son passage, il va laisser des petites saloperies qui ne durent pas longtemps, dont le radium, découvert par Marie Curie, qui servait à soigner les gens, et un gaz qu'on appelle le radon, qu'on appelait dans le temps l'émanation, parce qu'il venait du radium, et qui est lourd, comme le gaz carbonique qui reste au fond des cuves. Le gaz carbonique reste au fond des caves à vin, et le radon reste au fond des caves des pays granitiques. Donc, si vous avez une cave granitique, il vaut mieux aérer. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'uranium ? Voilà, c'est pas l'uranium elle-même, c'est pas très dangereux. C'est ce qu'on en fait, les produits de fission, le plutonium et tout ça, que j'appelle toujours vulgairement, je dis le tchernobylate de potassium. C'est mieux que le fukushimate de potassium, on pourrait dire ça aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait retrouver l'uranium d'origine, donc l'uranium 238, parce qu'il est essentiellement uranium 238, hein, c'est l'isotope qu'on trouve de manière la plus abondante. Donc l'uranium est effectivement, on a de l'uranium issu du retraitement qui est très peu radioactif, mais pas complètement égal à l'uranium naturel, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui retrouver la pureté de l'uranium naturel. Il existe encore dans cet uranium de retraitement quelques isotopes radioactifs. Toutefois, il est très peu dangereux par rapport à des déchets dont on parlait, qu'on doit stocker en stockage profond. Pas du tout. Cet uranium est dans des hangars, il me semble, à Bessines, donc, sur une ancienne mine d'uranium. Il ne faut pas le dire, mais j'ai dans ma cave, bon, j'habite au 7e étage et ma cave est au premier sous-sol, j'ai une pleine boîte à chaussures de minerai d'uranium que je ramassais quand j'étais petit. J'ai toujours ramassé des cailloux. Bon, je ne le mettrai pas dans ma chambre, mais bon, à la cave, c'est pas très grave. Il y a l'uranium qui se fissionne, c'est-à-dire qui se casse en deux, qui fait de la chaleur, c'est l'uranium 235. Pour l'instant, il y en a 1%, même moins. Il y a 2,5 milliards d'années, il y a une période plus courte, il y en avait 4%, un peu plus. Et il y a 2 milliards d'années, au moins à un endroit au monde, au Gabon, il y a eu un phénomène géologique qui a concentré l'uranium. Au lieu d'avoir un granit, c'est 4 grammes d'uranium par tonne, minerai d'uranium, la pêche blinde, ça doit être 900 grammes d'uranium par kilo, quelque chose comme ça. Et là, ils ont fait une masse d'uranium et une réaction de fission nucléaire, une centrale nucléaire naturelle, s'est fabriquée, plusieurs d'ailleurs, 12 je crois, au Gabon. Il y a à peu près 2 milliards d'années. Ça devait être chouette parce que ça devait chauffer, il devait y avoir des fumerolles, des choses comme ça. Ça n'a pas tué la vie sur Terre. Elle y était avant, elle continue après. Maintenant, il n'y a plus assez d'uranium 235, je pense, pour que de la géologie fasse une telle concentration. Mais allez savoir. Il y a eu ce réacteur au clos, oui. Naturel, sans incidence sur la surface. Il y avait que des bactéries à l'époque, mais elles ont très bien survécu. Alors, il y avait des questions. Ah, bon, Madame la directrice. Une série de questions pour Cécile Ferry. Premièrement, quel est le pourcentage de déchets qui sont actuellement retraités? Deuxièmement, combien de fois un déchet peut-il être traité? Et ensuite, où stocke-t-on actuellement les déchets non retraités? Le pourcentage. Donc aujourd'hui, on brûle, alors je vais parler en tonnes, attention, 1100 tonnes de combustible par an. Donc ça, c'est la production annuelle de combustible usé. Ces combustibles sont retraités, tous. Donc on produit des déchets vitrifiés. Et on brûle aussi des combustibles d'IMOX,
donc ceux qui sont issus d'un premier retraitement, qui contiennent du plutonium. Donc ceux-là sont brûlés une fois. On brûle 100 tonnes de MOX par an. Et ce sont ces combustibles MOX qui sont aujourd'hui entreposés à La Hague, en attendant éventuellement un autre recyclage, puisqu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de retraiter ces combustibles MOX pour pouvoir les brûler dans les réacteurs d'aujourd'hui, donc les réacteurs à eau pressurisée. Donc aujourd'hui, on a 2000 tonnes de combustible MOX, à peu près en fin 2016, qui étaient en attente d'un choix. Donc on ne parle pas de choix politique aujourd'hui, donc d'un choix éventuel, soit de les recycler encore, soit de les entreposer un certain temps et d'attendre une décision ou éventuellement un jour de les stocker. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que CIGEO, on demande à l'ANDRA d'étudier l'adaptabilité de CIGEO pour accueillir des combustibles usés. Donc si jamais la politique faisait des choix sur ce qu'elle fait aujourd'hui, de toute façon, de diminuer, par exemple, d'arrêter l'énergie nucléaire, on se retrouverait avec ces combustibles MOX. Il faudra en faire quelque chose. Donc l'idée, ça sera de les stocker directement. Et donc CIGEO est aussi conçu pour pouvoir recevoir ce type de combustible qui deviendrait alors un déchet. Aujourd'hui, le combustible MOX usé n'est pas considéré comme un déchet. Il est entreposé à La Hague en attente d'un choix. Donc en piscine. Je vais aller un peu au fond. Bonsoir. Ma question, c'était plutôt pour Madame Ferry. Je me posais la question, vous avez parlé des centrales à neutrons rapides, si j'ai bien compris, qu'on n'a pas en France. Nos déchets pourraient être réutilisés dans ce type de centrale, éventuellement. Merci. Alors, ce qui pourrait être utilisé, alors, ce sont des centrales, des réacteurs à neutrons rapides, qui peuvent très bien brûler tous les isotopes de l'uranium et du plutonium, mieux que le font les réacteurs à eau pressurisée. Donc en fait, ça reste ce type de matière qu'on pourra brûler. Les produits de fission, eux, qui sont dans les conteneurs de déchets vitrifiés, donc qui sont vitrifiés, ne pourront pas être brûlés dans ce type de réacteur. Donc aujourd'hui, la seule solution, ils ont été conçus pour être stockés en fait. Ils n'ont pas été conçus pour être brûlés dans un réacteur ou je ne sais pas dans quelle technologie en fait. Une autre question? Alors, oui. Qu'est-ce qu'on entend par brûler ces déchets? Je suppose que c'est pas comme brûler du charbon. C'est pas comme brûler du charbon, mais on parle de combustible nucléaire. Donc l'analogie de brûler, c'est de créer la fission et de faire en sorte qu'on ait moins de matière à la fin. Et cette matière, en créant la fission, produit de l'énergie. Et donc chauffe l'eau et ensuite est convertie en électricité. C'est le principe on appelle ça aussi une chaudière nucléaire en fait. Donc on parle de brûler parce que c'est comme un combustible. On brûle vraiment la matière en créant des fissions et il y a moins d'uranium et de plutonium à la fin par rapport au début. Une autre question. Pourquoi les Finlandais n'ont pas choisi cette solution? Alors, pourquoi les Finlandais? Alors, c'est un choix de chaque pays. On pourrait plutôt se poser la question pourquoi les États-Unis n'ont pas choisi cette solution. Car les États-Unis, ce sont un grand pays et ils ont beaucoup plus de réacteurs que nous. Et donc, ils produisent beaucoup de combustible usé chaque année. Ce choix politique dépend de plusieurs critères, du nombre de réacteurs. Donc, comme j'ai dit, les Finlandais n'ont que 4 réacteurs. Donc, ils ne produisent pas beaucoup de tonnes de combustible usé par an. Construire une usine de retraitement, c'est un coût. Donc, il y a un choix aussi technico-économique derrière.
Et un choix aussi par rapport à on appelle ça la ressource de stockage, c'est-à-dire un espace suffisant, la présence d'un espace suffisant sur le territoire pour stocker de manière sûre les déchets. Donc les Finlandais ont visiblement un espace suffisant, ont trouvé un espace suffisant pour pouvoir stocker leur combustible usé, mais comme je dis, le tonnage par an est très faible par rapport à notre production. Donc le choix de la France a été plutôt de faire un recyclage de ces matières du fait du nombre de réacteurs et à terme de garantir. Alors l'indépendance énergétique, effectivement, Pierre disait que nous n'avons plus d'uranium en France. On en a eu, on l'a exploité. Mais pour garantir cette indépendance, l'idée c'est d'en utiliser moins. Donc d'utiliser moins de ressources naturelles, moins d'uranium naturel et utiliser l'uranium qu'on a encore dans nos combustibles usés et le plutonium. Merci à tous les deux pour vos informations. Et moi, je voudrais parler du centre justement de Bure, de retraitement de Bure. Ça fait quand même des années, ça doit faire 15 ans ou je ne sais pas combien d'années qu'on en parle. Je me souviens même qu'en 2008, à la Fête européenne de la science au Grand Palais, il y avait une maquette. On descendait dans les galeries. Alors pourquoi, je sais qu'il y a des problèmes politiques, sociaux, mais est-ce qu'il y a des freins technologiques ou techniques qui font que ça n'avance pas, quoi? C'est peut-être une question qui fâche, mais... Je ne peux pas dire que ça avance. On ne peut pas dire que ça avance pas. Moi, j'ai travaillé jusqu'en 2011 sur ces sujets-là, donc avec l'ANDRA. J'ai fait une pause, donc je suis passée à autre chose. J'ai fait plutôt étudier l'assainissement, démantèlement des installations, qui sera un autre sujet, des installations nucléaires. Et je suis revenue 4 ans plus tard sur le sujet. Et là, j'ai constaté à quel point ça avait avancé en 4 ans, en fait. Donc, le laboratoire de Bure, donc c'est pas un laboratoire de traitement, c'est un laboratoire de recherche souterrain. L'objet de ce laboratoire, c'est de faire un certain nombre d'expériences scientifiques pour caractériser la roche en termes de propriétés mécaniques, de propriétés de confinement, de faire des démonstrateurs technologiques, de tester ces démonstrateurs. Mais le laboratoire de recherche souterrain n'est pas destiné à accueillir des colis de déchets nucléaires. Il a pour objet de vérifier que la roche est le bon choix et de tester un certain nombre de solutions technologiques. Donc, à côté des conclusions de ces travaux, c'est le projet CIGEO, donc le Centre industriel de stockage géologique, qui est un projet de centre industriel. Donc là, on va vers de la réalisation. Et l'ANDRA est censé déposer, alors je dis censé parce que je pourrais revenir sur le sujet, est censé faire une demande d'autorisation de création de CIGEO cette année, ou ça sera sûrement plutôt l'année prochaine. Donc ça avance. Donc ils vont faire un dépôt de ce dossier de demande d'autorisation de création de CIGEO qui va être évalué par les évaluateurs, que sont les experts de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est chargé d'évaluer ce dossier en termes de sûreté. Alors, ça avance doucement, mais il n'y a pas d'écueil technologique aujourd'hui, de vrai écueil technologique. Il y aura un débat public qui est programmé cette année sur le plan de gestion des matières radioactives, donc plan national de gestion des matières radioactives. Ce débat public va porter sur justement ce dont on parle aujourd'hui, comment doit-on gérer nos déchets, comment doit-on gérer nos matières radioactives. Et cette demande d'autorisation de création de CIGEO ne pourra se faire qu'après ce débat public. Le débat public aurait dû commencer en début d'année. Il a pris un certain retard parce qu'il y a un autre débat public qui concerne fortement les Français plus que les déchets ou le stockage des déchets nucléaires. Donc, il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui sont mis sur la table. Et donc, le débat sur le PNGMDR, donc sur le plan national de gestion des matières radioactives, n'arrivera qu'après. Donc, effectivement, on prend du retard. Mais du point de vue technologique, l'IRSN, donc l'ANDRA a déposé déjà un pré-dossier qui a été évalué par l'IRSN. Et l'IRSN n'a pas posé de questions qui pourraient mettre en cause le démarrage du projet.
Alors il faut rappeler que ce projet aura une première phase, donc une phase de creusement et une phase industrielle pilote, qui est prévue pour durer une dizaine d'années, pour tester à l'échelle 1 l'ensemble des technologies en fait, qui seront mises en œuvre. Donc il y aura une première phase avant l'exploitation réelle du stockage qui permettra d'identifier éventuellement de nouveaux écueils ou des écueils que l'on n'aurait pas vus. Et cette phase permettra aussi de caractériser la roche au cours du creusement. Donc ça avance par étapes successives, mais voilà, ça avance quand même en fait. Alors, question. Bonsoir, merci. À travers le mot-clé perméabilité dont vous parliez, à l'opposé, c'est une question néophyte de grand public. Qu'advient-il de l'eau radioactive dans 3 cas simples, au cœur des réacteurs, puisqu'il y a des piscines, dans les essais nucléaires dans les océans feu un dans les années 70, et au Japon aussi. En fait, la radioactivité, lorsqu'elle passe dans l'eau, est-ce que cela peut se diluer ensuite? Enfin, une question simple. Qu'advient-il de la radioactivité lorsqu'il y a perméabilité, que l'eau est radioactive à travers les essais nucléaires, le Japon ou les piscines, tout simplement, s'il vous plaît? Heureusement, entre guillemets, l'océan est grand. Donc, Fukushima, ça s'est dispersé. Et ça ne poserait pas de problème, sauf dans l'environnement immédiat, si. Donc, je vais revenir aussi tout à l'heure. Donc, l'océan étant très grand, même si on met 10 tonnes de saloperie nucléaire, l'océan, c'est 10 puissance 21 tonnes à peu près, je crois, d'eau. Non, 10 puissance 21 kilos. Donc 10 tonnes, ça fait 10 puissance 4 kilos, on dilue bien. Donc il n'y aurait pas trop de problèmes, sauf aux environs immédiats. Le seul problème, c'est la concentration par les chaînes alimentaires. Certains éléments très étonnants, par exemple le césium, on s'est aperçu, alors je ne peux pas vous dire pourquoi, que les lichens adoraient le césium. Et donc le nuage de Tchernobyl en Finlande a déposé X picogrammes de nickel par terre, et les lichens en avaient beaucoup plus. Et il se trouve que les rennes adorent le lichen, et ils concentraient aussi le césium. Et il y avait la viande de renne a été interdite pendant je ne sais pas combien de temps. Le césium, ça décroît assez vite. Donc, le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien les histoires-là. Et qu'est-ce que vont devenir les Japonais sont grands amateurs de poissons. Les thons mangent des petits poissons, des moyens poissons qui mangent des petits poissons, qui mangent du zooplancton, qui mangent du phytoplancton. Et il est tout à fait possible qu'il leur arrive des problèmes de concentration comme ça. J'en sais rien, c'est une éventualité. Il leur est arrivé la même chose aux Japonais pour le mercure, dans une fameuse catastrophe, une papeterie rejetait du fongicide au mercure, qui ont été concentrés dans la chaîne alimentaire. Et il y a toute une ville du Japon, Minamata, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où il y avait le quart de la population qui était folle parce que le mercure est un neurotoxique violent. Donc, pour l'eau de la mer est grande. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, les piscines, alors ça, je ne sais pas, on la surveille. La piscine, on la surveille. Les gaines de combustible sont étanches. Si jamais, par accident, une gaine se mettait à fuir, l'eau est surveillée et elle est traitée. Donc ça constituera à terme un déchet. On utilise une résine pour enlever ce qui a fui et puis ça constituera un déchet. Mais voilà, ça reste maîtrisé par l'homme. Alors l'autre question, c'était après les piscines et l'eau de mer. Oui, ça se dilue en fait. Ça se dilue. Il faut éviter la surconcentration. Alors, on utilise, c'est pour illustrer ce que disait Pierre, on peut aussi utiliser certaines plantes pour décontaminer des sols. Certaines plantes sont réputées, via leurs racines, d'absorber les radionucléides. Et elles sont utilisées pour décontaminer les sols et ensuite seront évidemment constitueront un déchet par elles-mêmes, mais on aura décontaminé le sol. Fait pour plein de déchets toxiques, de métaux toxiques. Il y a des mines de nickel, des mines d'arsenic un peu partout. Moi, je connais plein de mines d'arsenic
dans le Cantal. S'il y en a qu'une belle-mère empoisonnée, n'achetez pas de l'arsenic à la pharmacie. Vous ne pouvez rien prendre. Je peux vous dire où on en trouve. Et maintenant, on décontamine les sols. Il y a des plantes qui absorbent tel ou tel métal. Alors l'uranium, le césium, l'arsenic, beaucoup de choses. Quand on parlait de contamination, évidemment, le film parle de retraiter les déchets nucléaires, c'est-à-dire ce qui est directement produit par la combustion, mais il y a aussi tout ce que ces matériaux ont touché, notamment les centrales elles-mêmes. Je crois qu'il y a une question de comment on va se débarrasser aussi de tous ces matériaux-là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? C'est ce dont je parlais, c'est l'assainissement et démantèlement des installations nucléaires, donc des futurs réacteurs. Donc effectivement, on travaille sur des techniques d'assainissement, démantèlement. Les déchets sont catégorisés en fonction, alors mis en catégorie, donc je ne sais pas si c'est j'utilise du jargon en disant ça, catégorisé, mais en fonction donc de leur durée de vie et de leurs activités. Et en fonction de ces deux caractéristiques, ils ont une filière de stockage, qui peut être un stockage de surface, s'ils sont de très faible activité, vie courte, de faible activité, en fait, s'ils ont une durée de vie courte. Et puis, donc c'est essentiellement ce type de déchets qui seront produits par l'assainissement démantèlement des installations. Hein. Le déchet le plus dangereux est celui produit par le combustible usé lui-même, qui sera destiné donc au stockage profond et par le retraitement de ce combustible usé. Voilà, ça c'est la vraie source de radioactivité, c'est le combustible. Hein. C'est lui qui contient l'essentiel de la radioactivité. Que brûlaient Phénix et Superphénix et pourquoi ça a été abandonné. Et puis, une remarque, on ne sait pas où est enterré Alexandre, mais on sait où est enterré Khéops. Pour Khéops, la seule chose qu'on connaisse de lui, c'est son tombeau et une toute petite statue au musée du Caire. Sinon, on ne sait rien de lui. Il n'était pas important, il n'a pas laissé de choses. Alors qu'Alexandre, il y en a des choses qu'on sait sur lui, mais on ne sait pas. Que brûlait Phénix et Superphénix, Pierre, tu veux répondre? Ah oui, je peux répondre. Il brûlait du plutonium, bêtement, entre guillemets. Pourquoi les gens étaient contre? Pourquoi les gens étaient pour? Parce que ça produit beaucoup d'énergie. Et en particulier, quand ça produit beaucoup d'énergie, ça produit une partie de cette énergie est produite sous forme de neutrons qui vont très vite. Réacteur à neutrons rapides. Et si ces neutrons ont la bonne idée de traverser de l'uranium-238, qui est l'uranium qui ne sert à rien, celui qui sert c'est le 235, et bien cet uranium-238 est transformé en plutonium. Donc on le remet au cœur. Alors des gens disent que ça produit plus d'énergie. Non, il faut quand même fournir de l'uranium-238, mais il y en a beaucoup. Le danger de Superphénix, c'était que le plutonium radioactif, je ne parle pas d'actif, est toxique. Chimiquement, c'est abominablement toxique, beaucoup plus à poids égal que la strychnine. Avec un judicieusement choisi, quelques kilos de plutonium répartis en 6 milliards de doses, il y avait 6 milliards d'individus à l'époque, quelques kilos de plutonium répartis en 6 milliards de doses, il faut bien les répartir, suffisait à tuer l'humanité. Bon, il fallait bien les répartir. C'est abominablement toxique, on parle toujours de la pollution par les métaux lourds, et le plutonium est un métal lourd très toxique. On brûle aussi ce type de combustible dans nos... Absolument, il y en a ailleurs. Hein. Il y en a dans les bombes atomiques, il y en a ailleurs. Donc le premier danger, qu'il y avait quand même une grosse masse. Et puis l'autre danger, c'était qu'il était refroidi non pas à l'eau, mais au sodium liquide. Bon, pas grave. Sauf que le sodium liquide, quand on touche de l'eau, ça explose. Et il fallait que le sodium cède sa chaleur à de l'eau pour la faire bouillir. Donc il y avait toute une technologie, et je crois que c'est ça qui n'a pas été très bien maîtrisé. En fait, oui, ce n'est pas le problème du combustible. Hein. Le combustible, voilà, il brûle. C'est comme il brûle. La gaine, le sodium. Le combustible, donc les pastilles d'oxyde d'uranium et plutonium sont dans une gaine étanche, je rappelle, quand même, hein, qui est la première barrière dans un réacteur, heureusement. Donc l'avantage de ce type de réacteur, c'est de brûler. Donc quand je dis c'est de brûler, c'est de produire de l'énergie en fissionnant les isotopes du plutonium, les isotopes impairs et pairs, ce que ne peuvent pas faire les réacteurs à neutrons lents, nos réacteurs actuels. Donc ça permet de produire plus d'énergie, de mieux utiliser cette matière, on va dire.
Oui, donc en fait, on utilise mieux cette matière, on brûle mieux, on produit beaucoup plus d'énergie. Donc, ce n'est pas un problème d'énergie, c'est la difficulté. Alors, Phénix était un réacteur de recherche qui permettait d'étudier ce type de réacteur. Il a fonctionné pendant des dizaines d'années pour regarder, pour étudier les combustibles, le comportement des combustibles dans ce type de réacteur. Superphénix, donc c'est un gros réacteur basé sur le même concept, donc réacteur à sodium. Et le choix, moi je ne suis pas du tout d'accord sur... Bon, on est à peu près d'accord quand même, parce que Superphénix a eu quelques difficultés au démarrage, c'est sûr. Il y a eu quelques fuites des circuits secondaires au sodium, donc l'eau et le sodium se marient mal. Bon, ça ne fait pas des grands feux, hein, c'est des feux couvants qu'on sait maîtriser. Mais bon, il y a eu ce type de difficulté au démarrage et il y a eu un choix quand même politique. Et là, on va revenir sur... C'est un choix politique. C'est pas Voynet, voilà, qui a été fait à une époque. Ce n'est pas un choix ni technique, ni en tout cas scientifique. Il y a des choix politiques qui sont faits parfois. En fermant Superphénix, en tout cas pour les gens de l'époque, moi je ne travaillais pas encore au CEA, hein, j'étais encore trop jeune, on a coupé la possibilité d'un cycle qu'on appelle un cycle fermé du combustible. C'est-à-dire on retraite indéfiniment notre combustible usé. Donc en fermant cette technologie, on s'est coupé le fait de pouvoir recycler perpétuellement. J'ai dit qu'on ne recyclait qu'une fois, donc de recycler plusieurs fois nos combustibles. Bon, c'est un choix. Si les gens étaient contre, bon, il y a des gens qui sont contre le nucléaire parce qu'ils sont contre le nucléaire pour tout. Mais il y a des gens qui sont contre parce que technologiquement, c'est plus un peu hasardeux. C'est un peu comme courir un coureur qui courrait avec une lance dirigée vers lui. Les risques chimiques d'explosion, c'est pas nucléaire, hein, sont plus grands. Et comme si ça explose, le plutonium est toxique. Si c'est une explosion de sodium, c'est comme moi j'habite à Lyon, une fois il y a la raffinerie de Fezin qui a sauté, il y a eu 25 pompiers morts, c'est affreux. Mais là, c'est du Céveso à la puissance 10, on va dire, si ça explose. C'est du chimique, c'est pas le plutonium qui est toxique. Et sodium plus eau, et la technologie, je crois, du sodium fondu n'est pas encore maîtrisée. Bon, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient contre, plus que d'autres. Plus que pour les autres centrales. Vous voulez préciser ? Voilà. En fait, la question, on s'éloigne un peu du film. Hein, donc, en fait, le CEA a travaillé depuis de sorte à avoir la même sûreté pour ce type de réacteur, effectivement, on peut dire plus sensible, assurer la même sûreté que nos réacteurs actuels. Donc, il y a eu, depuis Superphénix, un travail sur le sujet. Et on va s'arrêter là pour les questions parce que nous n'avons pas un temps géologique, malheureusement, pour les traiter. J'avais juste une dernière question, moi. Je voulais vous poser un peu la même question que le réalisateur pose à ses intervenants. Donc à tous les deux, vous répondez ce que vous voulez. Cette durée-là, 100 000 ans, voire plus, de ces déchets, est-ce qu'elle vous angoisse ? Oui, non. Ils sont là. Les déchets sont là. Donc il faut faire ce qu'on pense être le mieux, le moins mauvais, pour qu'il y ait le moins de risques pour l'avenir. Heureusement que ça va ne durer que 100 millions. Si c'était très toxique, pour encore plus longtemps, mais ils sont là. On ne peut pas être angoissé devant une réalité. La nuit tombe tous les jours. Est-ce qu'on est angoissé ? Ça serait peut-être mieux si elle ne tombait pas, d'ailleurs, là-haut, elle ne tombe pas pendant l'été, d'ailleurs. Mais pour nous, elle tombe tous les jours, on ne va pas s'angoisser parce que la nuit va tomber. Et pourtant, ça peut être angoissant, mais bon, ils sont là, les déchets. Angoisse pas 100 000 ans. Puis le géologue, 100 000 ans, c'est pas long. Hein. Même question, Cécile. Est-ce que ça m'angoisse ? En fait, pour moi, c'est un peu facile. En fait, la réponse est non, parce que je travaille sur le sujet. Je le connais. Je sais ce qu'on fait pour avoir une solution, et la solution qui est proposée, est la meilleure solution qu'on puisse avoir aujourd'hui. Et sans laisser aux générations futures le fait de gérer nos déchets. Après, je comprends que c'est très difficile à expliquer.
comment on démontre la sûreté d'un tel stockage sur du long terme, je comprends que le public, les néophytes, ne comprennent pas. Alors à nous de nous améliorer. Je pense qu'il y a un travail à faire en termes de communication, d'information, je dirais même d'éducation, parce qu'on est un pays nucléaire depuis maintenant bientôt 40 ans. Et il n'y a aucun enseignement dessus dans les parcours communs. Donc, à part dans les filières scientifiques, je ne crois pas que les enfants soient sensibilisés à la radioactivité, par exemple, qui est pourtant un phénomène naturel. Donc, dans certains autres pays nucléaires, comme la Suède, il y a un travail de communication qui est fait vis-à-vis du grand public qui porte ses fruits. Une dernière chose pour conclure. Depuis que l'homme est homme, il a toujours laissé des saloperies à ses enfants. Je suis auvergnat. Est-ce que certains dans la salle ont une bague en or qui date, on va dire, d'avant la Deuxième Guerre mondiale? Une bague de grand-mère, il y en a. La France produisait de l'or à l'époque, en particulier dans la Creuse. Il y avait une mine dans la Creuse, au Châtelet, qui a fermé juste avant-guerre ou juste après, je ne sais plus. Quand la compagnie est partie, c'était, j'espère, c'était pas surveillé du tout, j'espère que l'André, tout ça, fait bien mieux son travail. Ils sont partis en laissant dans les galeries de mines tout le matériel dont ils n'avaient plus besoin. Or, pour faire de la métallurgie d'or, on a besoin de cyanure, c'est comme ça. Et il y a dans ces galeries de mines, plus ou moins éboulées, etc., des tonnes de cyanure qui dorment. Donc tous les gens qui ont acheté avant 1940 ou qui utilisent maintenant une vieille bague en or sont complices, objectivement, bien qu'inconscients, de l'empoisonnement d'une vallée de la Creuse. Et c'est un exemple parce que je suis auvergnat, mais il y en a d'autres. On laisse plein de déchets, les caves de l'Institut Pasteur, il y a des endroits qui sont, c'est là que travaillait Marie Curie, abominablement radioactifs, on n'y va pas plus d'un quart d'heure par jour. C'était important Marie Curie, mais elle ne le savait pas, d'ailleurs elle est morte d'une leucémie. Elle ne savait pas. Bien, merci Pierre pour ces précisions. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Pour ces discussions passionnantes et surtout l'avalanche de questions à laquelle vous avez dû répondre. Je crois que c'est notre séance avec le plus de questions. On se retrouve le mois prochain. On passe des méandres de la radioactivité aux méandres de la mémoire, des souvenirs avec le grand film hollywoodien Total Recall. Merci, bonne soirée et on peut se retrouver au cocktail juste en bas où vous pourrez discuter avec nos intervenants. Merci.